Amour prohibé. Chapitre 3. Propos insultants. Adeline. Dans la cuisine, Josette et Amélie s'affairent. Le Hauptmann a tenu parole et elles ont de quoi préparer un repas honorable. Il a même amené 2 bouteilles de vin de Bordeaux. Je me joins à ma copine d'enfance pour éplucher les légumes. Puis je me charge d'aller dresser la table du dîner dans la salle à manger pour 8 personnes. À 19h, les filles prennent leur dîner comme prévu dans la cuisine. C'est ce moment que choisit le capitaine pour descendre. 1 heure à l'avance. Herr Alderman, vous avez peur d'être en retard? Absolument pas, mademoiselle Adeline. La vue du parc depuis ma chambre m'a donné envie d'y faire un tour. Eh bien, bonne promenade. Il entr'ouvre la bouche comme s'il allait dire quelque chose, mais finalement n'ajoute rien et se dirige vers la sortie. La porte s'ouvre de nouveau, 1 demi-heure plus tard, sur mon père. « Bonsoir, papa. Tu as passé une bonne journée ?»« Si on veut, chérie. Je vois que nos nouveaux pensionnaires sont arrivés. »« Oui, ils sont tous logés au 1er étage. Anna a préféré s'installer avec les filles au 2e. »« Sage décision. Même si je pense que le Hauptmann Alderman, qui m'a prévenu, ne m'a pas l'air d'un de ces nazis fanatiques. »« Je le crois aussi, papa. Sur les 5, il y en a un surtout que je ne sens pas. C'est le Lieutenant Hoffmann. Nous allons devoir être très prudents. » Mon père me sourit affectueusement. Il a confiance en mon flair. Et de toute façon, il va certainement jauger Hoffmann rapidement. Comme moi, la présence d'étrangers sur tout cela lui hérisse le poil. Néanmoins, j'y vois un certain aspect positif, puisque je sais maintenant que nous aurons davantage de provisions. Et j'espère que tout le monde dans la villa pourra en profiter, que ce ne sera pas juste pour ce soir. Jusqu'ici, les occupants nous ont surtout pillés. Je suis dans ces pensées négatives lorsque Bastian Alderman réapparaît. Mon père se dirige vers lui, main tendue, pour le saluer. « Hauptmann, dit-il d'un air affable, j'espère que vous êtes satisfait de vos hébergements. »« C'est parfait, docteur Bertrand. Mademoiselle Adeline nous a très bien accueillis. »« Très bien, conclut mon père. Je vais dans mon bureau, je vous rejoins pour le dîner. » Sur ces mots, Alderman me gratifie de son sourire séducteur, tout en se rapprochant de moi pour me glisser à l'oreille. « Vous ne m'avez pas fait visiter le rez-de-chaussée, ni présenter toutes les personnes qui vivent ici. » « Qu'à cela ne tienne, je peux réparer cet oubli immédiatement. Suivez-moi. » Et je l'entraîne dans la cuisine, où tout le monde est présent à cette heure, y compris les filles. Tôt ou tard, il va les croiser, autant que ce soit tout de suite. « Herr Alderman, je pense que vous avez déjà rencontré notre cuisinière, Josette, son mari, Jean, qui s'occupe des menus travaux et des réparations dans la villa, du parc que vous venez de visiter, ainsi que du potager et des animaux. Vous avez vu aussi leur fille, Amélie, ce matin. » « En effet, je peux vous assurer que nous nous efforcerons d'être le plus discret possible, affirme-t-il. Je conçois que notre présence ne soit pas très agréable pour vous, et je le comprends. » Il avait regardé toutes les personnes présentes tour à tour en débitant sa tirade. Les yeux de Jean semblaient lui dire de ne pas gaspiller sa salive. Pour ma part, je me demande à quel point il est sincère. Je vais voir comment il va réagir quand je vais poursuivre mes présentations. Mais vous n'avez pas vu ma cousine Anna et ses filles Estelle et Marie. C'est grâce à elles que vous avez hérité de 2 chambres supplémentaires, puisqu'elles ont migré dans une chambre mansardée du 2e. « Je suis navré que vous ayez dû faire cela, » dit-il avec un froncement de sourcils. « 3 chambres au lieu de 4 nous auraient convenu. » « Ne vous en faites pas, Hauptmann. La chambre du 2e étage est plus grande
et est assez confortable pour nous trois, intervient Anna. Bien, alors je n'insiste pas, madame Anna. Puis il s'accroupit pour se mettre à la hauteur des fillettes. Donc, si j'ai bien compris, tu es Estelle. Quel âge as-tu? 7 ans, monsieur. Oh, monsieur, ça fait très sérieux. Appelle-moi Bastien, d'accord? La fillette hoche la tête timidement. Marie est beaucoup moins craintive, s'élance sans attendre qu'il lui pose la question. Moi, c'est Marie. J'ai 4 ans. Tu veux un câlin, Bastien? Ma foi, pourquoi pas? Marie fait ni une ni deux et lui saute au cou comme si elle le connaissait depuis toujours. Bon sang, j'ai l'impression de voir l'affiche de propagande « Faites confiance aux soldats allemands ». Elle frotte sa joue contre celle de l'officier qui semble apprécier le câlin. « Merci, Marie, » lui susurre-t-il à l'oreille. « Mais maintenant tu dois finir ton repas avant qu'il soit froid. » Il réinstalle alors délicatement la petite fille sur sa chaise avant de se tourner de nouveau vers Anna. « Vous avez de la chance. Elles sont vraiment adorables. » Le voir ainsi me trouble. Il semble être proche de la trentaine. Peut-être a-t-il une femme et des enfants là-bas en Allemagne. Je ne vois plus le soldat, mais l'homme. Il me sort de ma torpeur. Et si nous poursuivions notre visite? Sans répondre, je sors de la cuisine et lui montre la salle à manger, où nous allons dîner sous peu, et lui indique les toilettes juste en face. Juste à côté, vous avez le salon où nous étions ce matin, et en face, dans le petit couloir à gauche de l'escalier, le petit salon bibliothèque. Il entre dans la pièce au mur couvert de livres, avec 2 fauteuils club encadrant un guéridon, sur lequel trône une lampe tulipe Art Nouveau. Sous la fenêtre, garnie de vitraux, un pouf et une petite table sur laquelle j'ai disposé un bouquet de roses jaunes pâles cet après-midi complètent le mobilier de la pièce. Il détaille attentivement les ouvrages alignés sur les étagères. « Vous pouvez vous servir si vous avez besoin de lecture, dis-je devant son intérêt marqué. Croyez bien que je vais en user et en abuser. Je me dirige vers le couloir et il me suit docilement. Cette porte est celle du bureau de mon père et celle d'en face celle de sa chambre, expliquai-je en désignant le fond du couloir. Nous allons devoir y aller, il va être l'heure. Je frappe à la porte du bureau de mon père au passage pour lui indiquer de nous rejoindre. J'entends la respiration du capitaine près de moi, et d'un seul coup, j'ai l'impression d'avoir des jambes en coton. J'inspire profondément pour calmer les battements anarchiques de mon cœur. Nous venons d'entrer dans la salle à manger, suivis de près par mon père et Anna, quand le bruit de bottes dans l'escalier nous annonce l'arrivée des autres Allemands. Ils entrent tous les 4 en clamant à l'unisson un « bonsoir » sonore, tous en rond, sans une mèche qui dépasse. Ordre et discipline toute germanique. Je réprime un fou rire que perçoit Alderman. Mon père s'installe à l'extrémité la plus proche de la cuisine, du passe-plat et de la desserte. Je m'installe à sa droite et Anna à sa gauche. D'office, Bastien Alderman s'assied à côté de moi, pendant qu'Eric prend place face à lui. Bizarrement, Hoffmann prend place à l'autre extrémité de la table, encadré par les 2 soldats, Gerhardt à sa droite et Johann à sa gauche. Le capitaine a repéré les 2 carafes dans lesquelles j'ai mis le vin à décanter sur la table. « Je vois que vous avez sorti le vin. Nous allons pouvoir le goûter ensemble, souffle-t-il à mon oreille. J'espère au moins qu'il est bon. Je n'y connais absolument rien. Et moi, qui veux éviter leur contact au strict minimum, je me retrouve encore et toujours proche du capitaine. Que cherche-t-il à la fin? Croit-il vraiment que je veux m'acoquiner avec l'ennemi? Malgré cela, je lui souris. Il ne devrait pas être mauvais. Vous êtes allé chez un excellent caviste. Sa présence à mes côtés me rend nerveuse, comme tout à l'heure dans le couloir. J'inspire de nouveau un grand coup pour me calmer. Bon appétit à tous, dit soudain mon père lorsqu'il voit qu'Amélie a fini de servir tout le monde. Ces simples mots suffisent pour que tout le monde s'attaque au contenu de son assiette. Les saveurs qui explosent dans ma bouche, si rares depuis 3 ans, réjouissent mes papilles. Il y a bien longtemps que nous avons mangé un plat de cette qualité. Ce bof mode est un pur régal. À l'autre bout de la table,
Hoffmann discute avec ses deux voisins dans la langue de Goethe, d'une manière peu discrète, suffisamment pour que j'entende leurs propos, auxquels je prête toutefois peu d'attention. Je suis dans ma bulle, abîmé dans mes pensées. J'espère que les enfants, et même les adultes, ne nous mettront pas en danger avec des propos inappropriés. Arrête de cogiter, Adeline. Profite du moment présent, de cet excellent repas. Prends un verre de vin, c'est l'Allemagne qui régale pour une fois. Je tends le bras pour attraper la carafe de vin de Bordeaux devant moi, mais de longs doigts masculins effleurent les miens au moment où je vais l'atteindre. Je manque de renverser le récipient que les longs doigts rattrapent de justesse. Je tourne la tête à ma droite et croise le regard d'Alderman. « Désolée, je suis parfois maladroite, bafouillai-je. Je ne veux surtout pas qu'il se rende compte qu'au contact de ses doigts, une décharge électrique m'a traversée de part en part. « Ce n'est rien, » répond-il de sa voix chaude qui me trouble encore plus. Je détourne les yeux pour échapper à son regard, pendant qu'il verse le vin dans mon verre. Je l'arrête d'un geste à la moitié du verre et lui souffle un « merci » à peine audible. Je ne suis plus habituée à la légère acidité du Bordeaux et à son arôme fruité. Au bout de 2 ou 3 gorgées, je repose mon verre. Les 3 jeunes hommes au bout de la table semblent bien s'amuser. Le plus hilar est Hoffmann. Soudain, je prête une oreille plus attentive et je comprends ce qui les fait rire. « Pas besoin d'aller au bordel, clame-t-il. Elles sont prêtes à ouvrir leurs cuisses pour un bon repas. Je pense que ce ne sera pas différent ici, les gars. » Il rit de plus belle, grassement. Quel porc! Comment osent-ils rire, lui et sa clique, de ces pauvres filles qui ne veulent que calmer leur estomac qui crie famine, tellement nous sommes rationnés à cause de cette putain de guerre qu'ils ont provoquée. Que savent-ils de ces queues interminables pour des quantités infimes de pain ou de viande insuffisantes pour tout individu, même sédentaire? Quelle bande d'abrutis! Et ça se dit de la race des seigneurs plutôt. Indigné, je me tourne vers eux. Il y a de quoi être fier, en effet, de pouvoir coucher avec une pauvre fille qui ne le fait que pour avoir de quoi se nourrir convenablement. Vous avez même percé la raison pour laquelle les Françaises ont la taille si fine depuis 3 ans. Je vous plains, messieurs, même si vous portez l'uniforme des vainqueurs, tempêtais-je en allemand. Je me retiens de dire « pour l'instant ». Mon père a un hoquet en m'entendant. Même s'il ne parle pas allemand, mon ton rageur l'a mis sur la voie de la signification de mon discours. Tous me regardent plus ou moins choqués par mes propos. Les 2 jeunes soldats ont les yeux écarquillés et Hoffmann manque de s'étouffer avec son vin. S'il pouvait vraiment s'étouffer, cet idiot. Sont-ce mes mots qui les ont figés sur place ou le fait que je me suis exprimé quasiment sans accent dans leur langue? Pourtant, je l'ai déjà fait il y a quelques heures. Consciente d'être allée trop loin, mon cœur bat la chamade et je serre des poings pour cacher les tremblements de mes mains. Mais je peux t'assurer que celles que j'ai sautées ne s'en sont pas plaintes, princesse. Tu peux m'essayer si... Je boue intérieurement. « Hoffmann, ça suffit !» gronde le capitaine. Le lieutenant s'assombrit, mais se tait. Si ses yeux étaient des pistolets, je serais déjà morte. Ce type aime dominer le sexe faible. Ce que je me demande, c'est pourquoi Alderman est venu à mon secours, alors que je manquais de respect à un officier allemand. Un claquement de main de la part du capitaine met fin à l'incident puisque les discussions reprennent. Et je tourne la tête vers lui et il me sourit discrètement, comme s'il avait apprécié ma saillie. Du moins, c'est ce que je me plais à croire. À la fin du repas, mon père prie nos invités de passer au salon pour un café ou une infusion selon leur goût. Personnellement, je préfère prendre un tilleul qui a au moins le mérite d'être calmant. Je vois le capitaine effleurer de la main le piano droit du salon, l'air rêveur. « Vous jouez du piano, mademoiselle Adeline ?»« J'en joue de temps en temps. Ce piano appartenait à ma mère. Et vous, Herr Alderman ? Il y a un moment que je n'ai pas joué, depuis que j'ai quitté l'Allemagne, il y a 1 an. Vous permettriez que j'en joue quelquefois ? Aucun problème, du moment que vous jouez juste, ajoutai-je avec un sourire entendu. Il continue d'observer autour de lui pendant que je sirote mon tilleul et aperçoit un étui à violon. Et le violon, c'est votre père qui en joue ? Non, c'est moi. J'ai appris il y a quelques années avec une amie très chère.
Vous pourriez m'accompagner de temps à autre, constate-t-il. Ses yeux bleus semblent en fait quêter mon approbation. Nous verrons, capitaine. Maintenant, veuillez m'excuser, je vais voir si Josette et Amélie ont besoin d'aide. Finalement, la mère et la fille n'ont pas besoin de mes services. La table est déjà débarrassée et la vaisselle nettoyée. Je reviens donc vers le vestibule, attrape un gilet suspendu dans le vestiaire et me rends dans le parc. J'ai besoin de prendre l'air. Sous la pleine lune, les ombres des grands arbres se meuvent au gré de la légère brise venant de la mer. Les gardénias exhalent leur parfum puissant et voluptueux. Les buissons de rosiers anglais qu'aimait tant ma mère dispensent leur parfum délicat. Le jardin au mois de mai est une véritable explosion de couleurs et de parfums, comme celui des lilas, dont il y a des variétés simples et doubles, du blanc virginal au violet le plus foncé au fond du parc, ou encore celui musqué du chèvrefeuille. J'erre dans les allées sinueuses, le nez au vent, dans mon monde, loin de la guerre pour quelques instants. Je me laisse tomber sur le banc de la pergola couverte de glycine qui répand son odeur de miel. Il est malheureusement impossible d'oublier cette foutue guerre. Elle se rappelle chaque instant à nous, dans notre quotidien, dans nos maisons, ne serait-ce qu'avec les tickets de rationnement. Et le pompon, aujourd'hui, avec des soldats. J'inspire profondément en m'étirant. Une voix me fait tressaillir et pousser un cri avant que je découvre le Hauptmann Alderman. Encore lui. Excusez-moi, je ne voulais pas vous faire peur. Je viens juste vous informer que Hoffmann ne vous incommodera plus et se tiendra tranquille. Je vous remercie, Herr Alderman. Celui-ci avance de quelques pas vers moi. Que me veut-il encore? Puis-je? Dit-il en désignant la place à côté de moi. Je lui fais signe que oui, et je me concentre sur la mer au loin, éclairée par la pleine lune. L'officier s'assied à quelques centimètres de moi, et je sens la chaleur de son corps. Ça ne vous dérange pas, demande-t-il, en désignant son étui à cigarette. Du moment que vous ne m'envoyez pas la fumée dans la figure. Je l'observe sortir son briquet et une cigarette, glisser cette dernière entre ses lèvres et l'allumer avant de me tendre l'étui ouvert. Non, merci, je ne fume pas. Ma mère disait que ça fait mauvais genre. Ça a dû me marquer. Et puis, c'est mauvais pour la santé. Bref, j'ai d'autres passe-temps. Lesquels, par exemple? M'occuper du jardin de fleurs, entre autres. Vous avez raison, mademoiselle. Il faut cultiver son jardin. Ce sont les tâches simples qui procurent le plus de paix et de bonheur. Vous citez Voltaire maintenant, m'écriai-je. Pourquoi pas? Ça vous surprend? Je me tourne vers lui avec un sourire, et je plonge dans son regard clair. Pourtant, je devrais garder mes distances avec lui, autant qu'avec Hoffmann. Je m'attends à tout de votre part, capitaine. Mais j'ai bien compris que vous aimiez la littérature. Je l'ai remarqué rien qu'à votre façon de contempler les livres dans la bibliothèque. Vous aussi, vous aimez la littérature, si je ne m'abuse. J'acquiesce d'un mouvement de tête. Sans savoir pourquoi, je me détends de plus en plus en sa présence. En tout cas, votre jardin est splendide, comme celle qui s'en occupe, commande-t-il. Quel flatteur! Êtes-vous sûr que ça marche comme technique de séduction? En tout cas, ça marche avec les Allemandes, rétorque-t-il confiant. Je fais une moue dubitative qui le désarçonne un peu. Il tire sur sa cigarette pour se donner une contenance et se détourne pour m'épargner la fumée dans le visage. J'ai bien l'intention de continuer à l'asticoter. Apparemment, il semble apprécier ce côté de ma personnalité, puisqu'il entre dans mon jeu. Une personnalité qu'il ne connaît pas encore. Mais s'il croit avoir le dernier mot, il se met le doigt dans l'œil, jusqu'au coude. « Où avez-vous appris à parler allemand ?» demande-t-il d'une voix tendre qui me fait frissonner malgré moi. « Pas chez vous, je n'y ai jamais mis les pieds. Et ce n'est pas maintenant que je vais y aller. Pas besoin d'ailleurs, puisque nous avons plein d'Allemands sous la main. Un peu trop même. » Il fronce les sourcils. Je me dis que j'ai poussé le bouchon un peu loin. Mais sa réponse jaillit, ironique. « Pas plus de 200 000, je vous assure. » J'éclate de rire.
Au moins, il ne manque pas d'humour. Mais une voix nous interrompt, celle d'Amélie. « Adeline, viens vite. Un de nos voisins, monsieur Lefebvre, est là, complètement affolé. Sa femme a perdu les os, elle devait accoucher dans 3 semaines. Mais apparemment, c'est imminent. » « J'arrive. » « Je sens que je n'aurai pas ma réponse aujourd'hui, plaisante le beau capitaine. « En effet, ce sera pour une prochaine fois, Hauptmann Alderman. Le devoir m'appelle. » Sur ces mots, je pars à grands pas. Je me retourne une dernière fois. La cigarette à la main, il me décoche son sourire ravageur. « Siffle toujours, bel oiseau. T'auras point la cage, comme on dit dans le pays de Caux. »